La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles sur la 90.3. Bienvenue dans votre émission Diplomatie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Khadim Bamba Diagne. Il est le directeur scientifique du laboratoire de recherche économique et monétaire à l'UCAD. Il est question aujourd'hui d'échanger avec M. Diagne sur les relations entre les institutions financières telles que le FMI et les pays du tiers-monde tels que le Sénégal. Nous allons parler aujourd'hui de géopolitique financière. Monsieur Diagne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de venir et je vous félicite aussi de vos nouveaux locaux. Ça fait plaisir, c'est rassurant de voir des journalistes maintenant mettre en place quelque chose d'aussi intéressant et d'aussi belle. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, le FMI qui a informé que le Sénégal devrait passer d'un taux de croissance de 6 à 7% en 2020-2021. Il a été aussi question de la dette intérieure du Sénégal. Corinne Delechat, le chef de la mission du FMI, a aussi informé de l'inflation. Elle dit que l'inflation devrait rester faible à moyen terme et le déficit de la balance courante augmenterait jusqu'en 2021 du fait des importations nécessaires pour la construction des projets d'hydrocarbures. Aidez-nous un peu à comprendre ces explications dans le rapport du FMI. Alors, c'est vrai que c'est un peu technique, mais bon, c'est quelque chose qui était constaté. On est dans une zone depuis l'application du plan Sénégal émergent en 2014. On voit que chaque année, le taux de croissance devient de plus en plus intéressant. On est passé de 4% à 6% à partir de 2016. Aujourd'hui, on est à 7,2%. On pense avoir aussi 7% entre 2019 et 2020. Mais justement, ce sont ces chiffres que le Sénégalais lambda comme moi ne comprend pas. Comment expliquer terre à terre ces chiffres, 6%, 7%, taux de croissance? Qu'en est-il exactement? Alors, la croissance, c'est l'évolution d'un indicateur de dimension. C'est-à-dire qu'ici, on prend le produit intérieur brut. Alors, c'est quoi le produit intérieur brut? C'est la richesse créée à l'intérieur du territoire pendant une année. C'est-à-dire, si je prends le cas de e-radio, combien e-radio a créé le chiffre d'affaires de e-radio en 2019 et le chiffre d'affaires de e-radio en 2020. Maintenant, on fait la différence et on fait valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur d'arrivée multiplié par 100. Donc, on voit la création de richesse dans ce pays, d'une année à une autre, combien elle a augmenté. C'est ça qu'on appelle la croissance. Maintenant, le problème est que la croissance devait être là, elle est là, pour la simple et bonne raison qu'on a commencé des chantiers énormes. Et parce qu'avec le plan Sénégal émergent, on a commencé à faire des investissements très lourds. Et quand tu fais un investissement lourd, tu injectes beaucoup d'argent. Et cet argent-là va créer nécessairement une activité et cette activité-là va être captée par la croissance économique parce que si vous voulez mettre en place une infrastructure comme le TER, comme des grandes infrastructures, vous allez mettre beaucoup d'argent et il y a un effet domino et un effet contagion sur beaucoup de secteurs et cela va créer une richesse. Maintenant, mais cette richesse, les Sénégalais, je ne sais pas s'ils sont impatients ou... ils se plaignent quand même qu'ils ne se sentent pas du tout concernés par ces richesses qu'on annonce. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. Et je comprends très bien les Sénégalais parce que la croissance, autant les gens disaient qu'on ne mange pas la croissance. Si on mange la croissance, mais la croissance appartient à ceux qui ont contribué à sa réalisation. Si vous êtes dans une entreprise qui a connu une croissance, vous allez recevoir des dividendes intéressants. Maintenant, si votre entreprise ne connaît pas la croissance, vous n'allez pas recevoir les dividendes de la croissance. Pour un pays industrialisé. Voilà. Maintenant, si vous êtes au Sénégal, vous voyez que beaucoup de ces grandes entreprises qui captent ces marchés-là ne sont pas des entreprises sénégalaises. Donc la croissance est là, mais elle est captée par une autre entreprise. Donc il s'en va. Ah oui, c'est ce qu'on appelle une croissance extravertie. Oui. C'est-à-dire une croissance qui part vers l'étranger. Donc l'économie informelle dans tout ça. Alors l'économie informelle gagnerait le Sénégal quand même
a une grande partie de son économie qui est informelle. Presque plus de 80%. Et ce qui veut dire quoi aussi, l'économie informelle gagnerait à être formelle. Parce que si l'économie informelle n'est pas formelle, ne paye pas ses impôts, ne paye pas ses TVA, à chaque fois que l'État reçoit une proposition d'une entreprise qui va s'installer, payer des impôts, des TVA, l'État privilégie cette entreprise-là. Parce que l'économie informelle aussi, c'est une réalité au Sénégal, mais elle n'est pas palpable. On ne peut pas réguler l'informel, on ne peut pas imposer l'informel, il y a tellement de choses. Mais c'est l'État qui doit l'organiser quand même. C'est une chose, ça aussi c'est le travail de l'État parce que un pays se développe avec ses petites et moyennes entreprises. Je pense que l'État gagnerait à les formaliser, mais aussi les PME, les secteurs informels gagneraient à être formels parce qu'il y a au mois de décembre 2018, quand le Sénégal était à Paris pour lever des fonds pour la deuxième phase du PSE, j'ai entendu les Allemands, ils ont été les plus pertinents. Les entreprises allemandes avaient dit au Sénégal, au président du Sénégal, bon, nous ne pouvons pas venir au Sénégal parce que nous avons vu le nombre de secteurs, du secteur informel. Nous venons, nous installons dans ce pays, nous payons des impôts, nous recrutons, nous faisons tout, et il y a quelqu'un qui fait la même chose, qui ne paye ni impôts, qui recrute personne. Donc, je ne peux pas être plus performant ou bien plus... mon résultat ne peut pas être plus positif que l'autre. Oui. Donc, régler le problème de l'informel pour nous permettre, nous aussi, de venir investir dans votre pays. Est-ce une culture qu'on doit inculquer chez les Sénégalais, l'organisation, le formel, le paiement de l'impôt? Oui, mais tout dépend de la pédagogie de l'exemple des personnes qui nous dirigent. Quand vous avez, par exemple, des hommes politiques, il y a beaucoup de jeunes qui font la politique pour chercher leur premier travail, leur premier salaire, qui pensent que faire la politique, c'est accéder à des ressources financières. Le Sénégalais, le jeune Sénégalais qui crée son entreprise aussi, voit les hommes politiques comme des gens qui, quelque part, volent ou détournent les fonds publics. S'enrichissent illicitement. Bon, donc, ils pensent que comme ils dépensent beaucoup d'énergie pour gagner leur argent, pourquoi gagner son argent et donner ça à quelqu'un qui va le détourner? Donc, le problème fondamental, c'est les hommes politiques que nous avons. Et moi, en tant que financier, je me pose toujours la question, comment dans un État, on poursuit toujours les voleurs sans pour autant mettre en place des mécanismes pour garder l'argent que nous avons travaillé. Oui. À côté de ces hommes politiques, nous avons des guides religieux, des marabouts, la mosquée de Massalikul Jinan, qui a été financée à hauteur de plus de 20 milliards, et des nationalistes européens qui se plaignent, qui ne savent pas comment expliquer ces montants faramineux. Y a-t-il une réponse à apporter à ces sorties de ces nationalistes? Ah oui, c'est juste que ça montre une autre Afrique, une autre façon de faire, parce que d'habitude, on les a toujours montré qu'on est derrière vous, vous nous montrez le chemin, on suit. Et le crowdfunding, la stratégie utilisée par les Mourides pour construire cette mosquée, ça a été utilisé en 1918. Quand Serigne Touba a voulu construire la mosquée de Diourbel, il a demandé à chaque talibé d'apporter une contribution de 28 francs. Et quand... à l'époque, quand même, c'était beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait même trop d'argent. Il les a demandé, je vous ai demandé de le faire pour vous montrer que si vous voulez être libre demain, il faut dépendre de vos propres ressources. Et donc, nous allons construire une infrastructure religieuse de par nos propres fonds. Demain, si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez vous baser sur vos propres ressources. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après presque 100 ans, les Mourides ont réalisé encore une infrastructure de sorte, mais avec la contribution aussi de ces Mourides-là. Maintenant, les nationalistes pensent que les pays africains pauvres qu'ils sont vivent de l'aide. C'est ça, ne sont pas capables de lever des fonds de parce cette que nature. Nos hommes politiques aussi ont toujours se plient toujours devant les hommes du Nord en demandant, et les gens pensent qu'on est pauvre. Et malheureusement, on n'a pas besoin de leurs aides. Parce que les gens oublient le mot aide. Si vous n'êtes pas financier, la traduction de ce mot-là trahit. Aide ne veut pas dire un don, c'est pas gratuit. Hein. L'aide, c'est une dette. Oui.
C'est une dette que tu payes à long terme. On ne peut pas dire dette, on dit aide. Aide ou bien appui budgétaire. Alors que c'est à rembourser. Ah oui. Avec des taux. Ah oui. Et malheureusement, parfois, comme le disait Omar Bongo, on a déjà payé nos dettes. Ce qui reste, ce sont les intérêts. Et même nos petits-enfants vont payer les intérêts. Un étudiant m'a demandé un jour, mais je n'ai jamais entendu l'État du Sénégal à emprunter. Mais je vois que nous passons tout notre temps à payer. Mais je lui ai dit que le mot emprunt, on n'utilise pas en diplomatie. Oui, on dit appui budgétaire, aide. Mais ce sont tous des dettes que nous allons supporter. Oui. Est-ce qu'on a besoin de ces dettes-là? Non. Maintenant, le problème fondamental, mais est-ce qu'on a besoin des infrastructures qui captent ces aides financières-là? Parfois, c'est ça qui pose problème. Nos États, les hommes politiques, parfois, ont leur propre projet de société. Parfois, ont leur propre envie de réaliser des choses, des envies qui sont différentes des envies du pays. Parce qu'un pays a ses priorités et parfois les hommes politiques ont leurs propres priorités. Mais dans ce cas, si le Fonds monétaire international dicte sa loi à nos gouvernants, est-ce que ça va se passer forcément de la meilleure des manières? Alors, parce qu'aujourd'hui, la finance est contrôlée par les grandes puissances et par les agences de notation comme Standard & Poor's, comme Moody's, comme Fitch. Aujourd'hui, si l'Italie voulait prêter de l'argent au Sénégal, l'Italie n'a pas besoin d'envoyer des chercheurs étudier l'économie sénégalaise. L'Italie va voir la notation du Sénégal au niveau des Standard & Poor's et Moody's pour financer le Sénégal avec des taux plus ou moins faibles. Maintenant, le Fonds monétaire international joue un rôle extrêmement important sur ça. Et malheureusement, on accuse souvent le Fonds monétaire et la Banque mondiale sur des choses où leur responsabilité est très faible et très limitée. Parce que le Fonds monétaire ne prête pas de l'argent pour le financement à long terme, mais te prépare à recevoir des fonds sur les autres. C'est comme si on envoie le Fonds monétaire pour contrôler le Sénégal. Est-ce que le Sénégal respecte quelque part les taux, ce qu'on appelle les pactes de convergence, quel est le niveau de sa croissance, son inflation. Maintenant, si le Fonds monétaire dit que le Sénégal est un bon pays, les autres pays peuvent faire confiance à l'État du Sénégal. Mais le fonds vous aide juste à équilibrer votre balance des paiements, à revoir votre politique économique. Mais d'habitude, les gens pensent que le fonds vient pour imposer à l'État du Sénégal. Non. Le malheur est que quand un État maintenant est dans l'impossibilité de payer ses dettes, de payer ses salaires, on va le mettre sous tutelle de quelqu'un qui va l'aider à payer ses dettes. Oui, mais si on prend l'exemple d'un pays comme le Ghana, qui cette année a décidé de dire au FMI, ça suffit, je vais me débrouiller avec mes propres ressources. Est-ce un risque ou un pari que le Ghana s'est fixé? C'est purement politique, mais ça n'a pas de sens. Parce que le FMI, c'est comme quelqu'un, par exemple, vous, à iRadio, vous travaillez. Moi, en tant que FMI, je viens avec mes techniciens pour voir est-ce que vous travaillez dans de très bonnes conditions. Aussi simple que ça. D'accord. Et si je dis que vous travaillez avec des journalistes qui ont le niveau, avec des gens performants, je donne une note. Et ma note est regardée par tout le monde. Si la note est bonne, les gens peuvent faire confiance à iRadio. Aussi simple que ça. Donc, dire que je n'ai pas besoin de... Ça n'a pas de sens. C'est purement politique. Bon, parfois, ça peut faire effet sur les jeunes activistes pour montrer qu'il est contre l'FMI. Mais d'habitude, ce sont les présidents qui attaquent l'FMI qui vont aller signer avec la France, les États-Unis ou bien les autres pays. Oui. Alors, le franc CFA, vous avez fait une contribution sur cette monnaie. Il y a beaucoup d'activistes qui continuent de réfuter le franc CFA. Vous n'êtes pas d'avis de la suppression de cette monnaie dans l'espace? Alors, moi je suis un chercheur, je suis docteur en monnaie banque. C'est ça mon problème. Donc, presque tous mes articles, et j'ai publié des livres sur la question. Donc, la monnaie n'est qu'un instrument d'échange grâce auquel l'achat immédiat des biens et services sont possibles sans coût de transaction ni coût de recherche. Mais quand vous avez un pays déficitaire depuis l'école primaire, on nous a toujours appris que notre balance commerciale est déficitaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos importations sont supérieures à nos exportations. Nous avons besoin de 3 500 milliards pour acheter à l'étranger, mais si nous vendons à l'étranger, nous gagnons comme 1 500 milliards. Nous avons un gap de 2 000 milliards.
Si vous avez votre propre monnaie, comment vous allez faire pour résorber ce gap-là? Alors, si on est dans une zone monétaire, dans cette zone monétaire-là, il y a un pays comme la Côte d'Ivoire qui n'a jamais été déficitaire, qui est excédentaire. Et ce pays-là a plus de 6 000 milliards d'excédents. Alors, maintenant, comme nous avons une seule banque centrale, on a mis toutes nos réserves au niveau d'un seul compte qu'on appelle le compte d'opération. Et ce compte d'opération-là nous permet de faire des opérations partout dans le monde. Maintenant, si moi, en tant que Sénégalais, je fais une affaire avec un Gambien, mais je ne vais pas accepter que le Gambien me paye avec son dalasi. Parce que qu'est-ce que je vais faire avec le dalasi? Alors, comment comprenez-vous que les Chinois ou bien les Coréens qui vont travailler avec les Sénégalais, vous pensez qu'ils vont accepter le franc CFA? Non, ils vont accepter une devise étrangère comme l'euro, comme le dollar. Oui. Et pour cela aussi, pour que les opérations se passent vite, il faut qu'il y ait des comptes d'opération. C'est quoi les comptes d'opération? Si le Sénégal a un compte d'opération en Chine, le commerçant sénégalais qui achète une marchandise en Chine, avec un coup de téléphone, c'est la banque chinoise qui va payer, la banque centrale chinoise qui va payer à la banque de l'entreprise qui doit vendre les marchandises au Sénégal. Et ça, à moins de 48 heures, c'est réglé. Okay. Sinon, l'entreprise va vous demander, envoyez-moi vos devises avant que je vous livre les marchandises. Alors, la France nous dit que maintenant, venez déposer votre argent dans un compte chez moi. À la Banque de France. À la Banque de France, au Trésor français même. Et moi, j'ai plus de 198 comptes dans le monde. Je vais vous permettre d'utiliser tous mes comptes. C'est un gain en temps et en performance. Parce que la France le fait. Non pas parce qu'elle aime les pays africains, mais presque toutes les entreprises qui sont ici sont des entreprises françaises. Et donc, ce sont presque les entreprises françaises qui achètent à l'étranger. La France fait tout pour les faciliter, les opérations. Maintenant, le fait de faciliter ces entreprises-là facilite aussi le problème des Sénégalais. Donc, mais qu'est-ce que l'économie sénégalaise perd dans ces opérations? Mais rien du tout. C'est ça le grand problème. C'est pour cela, à chaque fois qu'on dit on doit sortir. Sur le plan politique, sur le plan idéologique, ça a un sens, ça fait sens, mais pas sur le plan économique. Maintenant, un pays, du moment que le Sénégal, sous peu, va être un pays pétrolier, dans 5 ans, 6 ans, si on stabilise les ressources pétrolières, nous serons excédentaires. La Côte d'Ivoire est toujours excédentaire. Ces deux pays excédentaires-là, maintenant, peuvent supporter une monnaie forte. Pourquoi? Parce que ces pays vont avoir autant de devises pour acheter à l'étranger. On n'a plus besoin de la France. Mais en ce moment, la zone est déficitaire. D'accord. Donc, avec la découverte du pétrole et du gaz, on peut espérer que le Sénégal soit un pays avec une balance excédentaire. Ah oui, mais ce qui est intéressant, c'est que je vois que la Banque centrale a toujours été gouvernée par la Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui gèrent la Banque centrale depuis sa création. Et pourquoi? Parce que c'est le seul pays excédentaire. C'est-à-dire que l'argent que nous utilisons, parce que nous sommes le pays qui utilise le plus le compte d'opération, le Sénégal. D'accord. Et c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire dit que comme l'argent qui se trouve dans ces comptes-là, c'est mon argent, c'est moi qui gouverne. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'activités économiques au Sénégal? Est-ce que ça bouge plus au Sénégal qu'ailleurs Oui, non, c'est que le Sénégal est la deuxième économie de la zone UEMOA. La Côte d'Ivoire est à 37% de l'économie de la zone. Le Sénégal est à 17%. Et le Sénégal était à 27%, mais il a reculé au profit de Burkina Faso, du Bénin et du Mali. Ce qui veut dire qu'il y a un gap. Maintenant, du moment que nous exploitons nos pétroles à partir de 2021-2022, nous allons avoir des ressources, des devises, parce que le pétrole est coté en devises, avec les devises du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Je suis sûr et certain que le Sénégal va poser le débat de la gouvernance de la Banque centrale, parce que il sera un pays excédentaire et la deuxième économie de la zone, parce que d'habitude, la diplomatie on avait d'une manière tacite donné la Banque centrale à la Côte d'Ivoire, BOAD au Bénin et UEMOA au Sénégal. D'accord. Abdoulaye Wade a voulu mettre la main sur la Banque centrale. Il avait cédé à Soumaïla Cissé l'UEMOA et de Moussa Touré, que Moussa Touré gérait, mais Gbagbo a refusé. Et je pense que c'est cela même qui a créé le débat sur le franc CFA, parce que quand Wade n'a pas eu le soutien de la France pour la gouvernance de la Banque centrale, il a commencé à attaquer.
qu'on récupère notre argent. Oui. Et comment se passe les relations entre les pays dans ce domaine, diplomatiquement? Comment se passent les échanges, les arrangements dans les coulisses de la diplomatie financière? Oui, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une culture. Vous voyez qu'on veut mettre même en place une monnaie commune africaine dans l'espace CEDEAO. Alors, mais les 8 pays de la zone UEMOA n'ont pas de problème parce que ces 8 pays ont la culture d'une monnaie commune. Ils ont déjà cette monnaie unique, Côte d'Ivoire, Sénégal, il n'y a aucun problème. Qui est le franc CFA. Alors, mais l'idéal, c'était qu'on demande à ces 8 pays-là d'essayer de mettre en place, de piloter la monnaie de la CEDEAO. Parce que dans l'espace CEDEAO, nous sommes 15 pays. Les 8 ont une monnaie, les 7 autres, chaque pays a sa propre monnaie. Depuis 2006, on avait demandé à ces 7 pays-là de créer une monnaie commune pour que les 2 monnaies communes puissent, en 2020, mettre en place une monnaie de l'espace CEDEAO. Mais ces pays-là ont du mal à mettre en place une monnaie commune. Parce que ce sont des pays qui ne s'échangent pas, ce sont des pays qui n'ont pas cette culture d'échange. Mais nous, on a cette culture. L'idéal, c'était qu'on commence à prendre chaque année la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry du moins, Ghana, Sierra Leone, Libéria, et après faire face au géant Nigeria. Parce que le malheur est que dans l'économie de l'espace CEDEAO, le Nigeria seulement fait 75% de l'économie. Et le Nigeria applique ce qu'on appelle la planche à billets. C'est-à-dire? La planche à billets, c'est que à chaque fois de besoin, la Banque centrale nigériane produit des billets qui n'ont rien à voir avec l'activité économique. Ce qui crée une inflation, une augmentation des prix de 23% parfois, 21%. Alors que chez nous, comme l'a dit le FMI, notre inflation est à 1%. C'est-à-dire que les prix n'augmentent pas. Maintenant, là-bas, les prix augmentent de 23%. Et si on est dans une monnaie commune, le Sénégal va connaître des augmentations de 23%. Et parce que simplement, le Nigeria a augmenté la quantité de monnaie disponible dans l'activité économique. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Mais les autres pays peuvent aller ensemble en attendant de mettre en place des pactes de convergence avec le géant nigérian afin de mettre en place une monnaie de l'espace CEDEAO. Oui. Et il a été ici question des projets d'hydrocarbures. Alors, quand on parle d'hydrocarbures, on pense tout de suite au pétrole. Oui. Alors, le pétrole, le gaz, ça peut jouer un rôle important dans l'économie sénégalaise dans combien de temps? Alors, tout dépend maintenant de la position, de la stratégie des hommes politiques qui nous dirigent. Parce que ce sont des ressources que nous allons recevoir. Maintenant, est-ce qu'il y a des plans, des stratégies de dépenses de ces ressources-là dans des secteurs qui vont impacter sur les Sénégalais? Parce que le problème que nous avons ici, comme la question que vous avez posée tout à l'heure, nous avons une croissance extravertie. Comment faire pour avoir une croissance inclusive pour que le Sénégalais sorte de Yokouté à Natangé? C'est-à-dire que les Sénégalais sentent que mais il y a quelque chose qui change dans l'éducation, quotidien, la santé, dans les infrastructures routières, dans leur façon de vivre. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on voit que le Sénégalais de 2018, de 2019 même, est plus pauvre que le Sénégalais de 1960. Malheureusement. Là où les Coréens ont multiplié leur PIB par tête par 30, nous n'avons pas multiplié notre PIB par tête même par 1. On coûtait $1053 en 1960. Aujourd'hui, on coûte $996 en dollars constants. Et pourtant, il est beaucoup question d'une réduction des factures de la Sénélec avec la découverte du gaz et du pétrole. Économiquement, comment cela peut se faire? Alors ça, c'est une obligation même. Une fois que nous commençons à exploiter le pétrole, il y a 2 choses. Parce que quand vous voulez être compétitif sur le plan international, ce n'est pas baisser comme les Sénégalais font, faire des facilités, ne pas payer des impôts aux entreprises. Ce n'est pas une bonne chose. Mettez de l'électricité abondante à un coût faible. Parce que les entreprises utilisent beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Maintenant, si vous avez des zones où l'électricité est abondante et le coût est faible, vous permettez aux entreprises de pouvoir produire et d'avoir des bénéfices énormes. Et c'est ce qui attire les investisseurs. C'est ça. Et maintenant, si vous... et au-delà des entreprises, même le tailleur des marchés HLM aussi a besoin de cette électricité. Et parce que c'est ça maintenant la qualité de vie. C'est-à-dire que si chaque Sénégalais
sur un acte posé par l'État, voit que son bénéfice ou bien son résultat évolue positivement, surtout avec l'électricité, parce que les Sénégalais payent cher l'électricité. Alors, si maintenant nous avons de l'électricité à un coût faible et d'une abondance intéressante, parce que, regarde, je vous donne l'exemple de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. En termes de fiscalité, Oui. en Côte d'Ivoire, c'est 21%, c'est 17%, au Sénégal, c'est 21%. L'électricité coûte presque 95 à 100 francs le kilowattheure. En Côte d'Ivoire, c'est 50 francs. Mais quelle est l'entreprise qui va laisser la Côte d'Ivoire pour venir au Sénégal? Parce que l'électricité est moins chère là-bas et la fiscalité aussi est moins chère. Et il y a un grand marché là-bas. Ah. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce sont ces instruments-là qu'on doit manipuler pour pouvoir accueillir les investisseurs. C'est pour cela que d'habitude, on attaque souvent l'État en lui disant que oui, vous dites que nous sommes sur le chemin de l'émergence, mais où sont les investisseurs directs étrangers? Parce qu'un pays qui marche, c'est un pays qui est attaqué par les investisseurs directs étrangers. Mais jusqu'à présent, on tarde à voir les IDE, parce que les IDE cherchent à gagner des bénéfices. Maintenant, le marché ne les offre pas quelque part une situation qui leur permet de gagner plus. C'est ça. Et avec la découverte de ce pétrole et du gaz abondamment au Sénégal, quel doit être à présent le comportement du bureau économique dans les ambassades du Sénégal à l'étranger? Alors, le problème fondamental, c'est que aussi les hommes politiques ont politisé tout. On a politisé tout et parfois, cela manque après une visibilité d'ensemble. C'est pour cela même que l'FMI est passé de l'ISPE à l'ICPE, on va en venir après. Maintenant, le grand problème est que il faudra qu'on applique ce qu'on appelle les best practices, c'est-à-dire que les bonnes méthodes, les bonnes façons de faire qu'on applique dans certains pays pétroliers qui ont eu des ressources pétrolières, mais à partir de ces ressources pétrolières qui ont créé une économie extrêmement dynamique, extrêmement forte, comme les pays du Golfe. Aujourd'hui, ce sont des pays qui ont utilisé les ressources pétrolières pour financer d'autres secteurs et être aujourd'hui les pays les plus compétitifs sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Aujourd'hui, les grandes compagnies même d'aviation appartiennent à ces pays-là. C'est-à-dire que ce sont des pays qui ont utilisé leurs ressources pétrolières pour se préparer à après la fin même de l'exploitation des ressources pétrolières. Je pense que c'est une chose qui manque. La deuxième chose qui manque, pour moi, dans ces bureaux économiques, c'est qu'il n'y a pas, en fait, un bureau, je ne connais pas un bureau au ministère des Affaires étrangères qui va demander des notes pour pouvoir présenter à l'État du Sénégal, voici la bonne méthode qu'on doit gérer les ressources pétrolières à partir de nos représentants au Koweït, Émirats arabes, Qatar, voici comment ça se passe, voici comment on fait la gestion, pour faire des benchmarking, pour dire qu'au Sénégal, voici les ressources que nous allons recevoir du pétrole et que voici comment on doit les gérer. Et il faut que l'État aussi montre patte blanche sur la gestion des ressources pétrolières. Parce que si les gens pensent que... Parce que le problème dans les pays africains, c'est que tant que les hommes politiques jouent avec les ressources du public, les autres n'ont plus envie de contribuer ou bien de participer. On pense que oui, les hommes politiques sont des voleurs. Et avec le pétrole, on peut sortir de la situation de pauvreté que nous avons. Et la pauvreté est très en vue dans les zones rurales. Et donc, je pense que l'État doit commencer à avoir une vision beaucoup plus holistique de la réduction de la pauvreté. Arrêtez de nous parler de la croissance, mais de nous parler de l'indice de développement humain. Comment les Sénégalais sortent de la pauvreté. Parce que la croissance est là, mais la croissance n'est pas partagée par les plus pauvres. Mais la plupart des Sénégalais pensent que ces richesses seront distribuées à Massamba ou à Mademba. On va donner à chacun une somme. Auquel il va s'en réjouir. Est-ce que c'est ce qui va sortir le Sénégalais lambda de la pauvreté? Mais malheureusement, non. Mais tout ça maintenant, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État de dire que, par exemple, au Sénégal, l'exode rural, tout le monde vient à Dakar. Et maintenant, les gens ont ruralisé Dakar, entre griffes. Maintenant, pourquoi
ces gens-là ne ruralisent pas Dakar. Parce que quelle est la politique, quelle est la réponse que l'État a mis en place dans leur zone? Parce qu'à un moment donné, parfois, l'État ne crée pas d'activité en dehors de Dakar. Regardez, à Dakar, on a Diamniadio, on a le TER, on a l'autoroute à péage, presque 1000 milliards entre Dakar et Diamniadio. Mais c'est extraordinaire. Et les autres régions et les autres zones, tout le monde va venir à Dakar. Même les charretiers maintenant vont venir à Dakar. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'État doit... Parce que les gens pensent que si vous faites des études dans certaines régions, dans certains villages, ils pensent qu'ils sont au Sénégal, mais ils sont pas des Sénégalais, quoi. Ils font pas partie du Sénégal. Pour eux, on les drague pendant l'élection présidentielle, la campagne, mais après, alors que l'État doit avoir une vision dans les zones les plus reculées. Parce que Dakar étouffe et les gens continuellement viennent, on ne peut même plus circuler à Dakar avec sa voiture, on préfère marcher que de conduire une voiture, parce que simplement, tout le monde vient à Dakar. Alors, quelle est la réponse? Quelle est la politique? Et je pense que les ressources pétrolières, l'État doit mettre en place du temps pour réfléchir afin de voir comment faire pour qu'il y ait une meilleure redistribution de ces ressources pétrolières-là. Parce que tout le Sénégal, des profondeurs, doivent sentir les ressources pétrolières. Sinon, si on concentre tout encore à Dakar, cela peut créer des problèmes. Oui, et il y a d'autres domaines aussi. Il n'y a pas que le pétrole. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a la pêche, il y a d'autres domaines qui ne doivent pas être oubliés à cause du pétrole. Mais l'idée, c'est quoi? On prend du pétrole. Parce que quand vous regardez la structure de la croissance au Sénégal, 60% de la croissance est tirée par le secteur tertiaire. Et le secteur primaire, là où il y a presque 60% des Sénégalais... Et le secteur tertiaire, c'est... Le commerce, les banques, les transports, ainsi de suite. Le secteur primaire, qui héberge l'agriculture, l'élevage et la pêche, n'apporte même pas 17%. Et il y a 60% des Sénégalais là-bas. Ce qui veut dire quoi? Comme c'est la télécommunication, les banques qui tirent la croissance, mais ce sont jusqu'à présent des entreprises appartenant à des puissances étrangères qui tirent cette croissance-là. Mais là où se trouvent les Sénégalais, on ne ressent pas la croissance économique. Donc l'État doit tirer de l'argent dans ces secteurs tertiaires-là pour investir dans le secteur primaire. Parce que de 1960 à maintenant, l'agriculteur sénégalais n'a pas évolué. Jusqu'à présent, l'agriculteur sénégalais n'évolue pas. Vous les entendez sous peu demander à l'État à aider à vendre leur arachide. Après mois de mai, aidez-nous à vivre de soudure. Après, donnez-nous des semences. L'agriculteur dépend jusqu'à présent de l'État. Et pourtant, on parle toujours de l'autosuffisance alimentaire. Mais c'est parce qu'il n'y a pas une politique. Parce que l'État devait sortir sa main de l'agriculture, permettre aux agriculteurs maintenant de connaître le marché, comme ce que fait les Taïwanais. Vous voyez l'agriculteur taïwanais prend sa connexion pour aller dans la montagne, voir la connexion et voir quel est le prix du riz aujourd'hui sur le marché financier et quand est-ce qu'il doit récolter son riz pour gagner plus. Donc, il faudra qu'on passe d'un paysan à un agriculteur. L'agriculteur doit être quelqu'un qui, de par son agriculture, peut vivre et faire vivre sa famille. Mais au Sénégal, les gens cultivent pour vivre. Et ça devait être... on devait cultiver pour gagner beaucoup d'argent. Comment en Côte d'Ivoire? Vous allez en Côte d'Ivoire, les agriculteurs sont riches. Mais nous avons, nous, des agriculteurs très pauvres. D'accord, de l'agriculture familiale, comme on dit. Oui. Alors, nous allons à présent parler du climat. Monsieur Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a tiré la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des États membres des Nations Unies que le climat est arrivé à un stade où il faut que tout le monde s'arrête et fasse un geste pour sauver la planète. Est-ce que ça peut plomber dans l'avenir les retombées de l'exploitation du pétrole ou du gaz sénégalais? Non, parce qu'aujourd'hui, le grand problème que nous avons... On parle beaucoup de l'économie verte. Tout à fait. C'est même l'avenir de la croissance. C'est même l'avenir de la croissance, ce qu'on appelle une croissance propre. Parce qu'aujourd'hui, même au Sénégal, vous voyez que même la pluie s'est déplacée. On ne fait pas attention, mais on sent que la pluie s'est déplacée. Il y a tellement de nouvelles maladies dues aux réseaux sociaux, dues au réseau du moins, aux ondes
de nos téléphones, mais il y a tellement de trucs maintenant, mais malheureusement, on ne réfléchit pas sur ces questions-là. Alors, le monde maintenant, entre griffes, on a beaucoup de présidents entre griffes fous, comme le président brésilien, comme le président américain, qui pensent que maintenant, tout ça, le climat, tout, c'est du n'importe quoi, et on exploite, on fait ce qu'on a envie de faire. Mais les conséquences, en fait, seront ressenties par les pays du Nord avant les pays du Sud. Maintenant, le problème fondamental est que les pays du Nord se sont focalisés sur les ressources pétrolières pour poser leur développement. Aujourd'hui, nous avons du pétrole. Alors, est-ce que nous aussi, on va suivre... on n'a pas encore le même niveau de développement que les pays du Nord. Est-ce qu'on va troquer le pétrole par rapport comment dirais-je, avec l'économie verte, qui coûte un peu plus cher. Ça, c'est un problème des Africains. Mais quand même, il y a des choses que nous devons régler, à savoir la circulation. Le président a pris même une bonne mesure sur les voitures de moins de 8 ans, mais quand même, ça devait être beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus intelligent, parce que c'est une mesure, on devait au Sénégal avoir une visite technique encore plus sérieuse, parce que le problème, ce n'est pas l'âge des voitures, mais c'est vraiment la qualité, la situation des voitures. Oui, c'est une question à laquelle j'allais venir, parce que interdire une voiture de 8 ans qui a une visite technique légale en Europe et à laisser circuler des voitures de plus de 50 ans à Dakar, c'est quand même... C'est un grand problème. Et je pense que la première année de la visite technique, tout le monde pensait que les choses allaient changer, mais malheureusement, comme dans toutes les entreprises sénégalaises, à un moment donné, tout le monde sait, parfois tu te poses même la question, comment ces voitures-là peuvent avoir des visites techniques. Mais je pense qu'il faut qu'on règle ce problème-là, parce que la pollution au Sénégal maintenant, ce n'est plus normal. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que ça vient avec des nouvelles maladies qu'on ne contrôle pas. Je pense que l'État du Sénégal doit faire un travail très sérieux, et aussi les pays africains. Il faudra aussi que nous essayions de protéger notre environnement, l'investissement aussi, l'environnement, surtout le ministère de l'Environnement. Il y a tellement de choses qu'on doit faire sur la situation, même sur le cadre de vie. Mais venez à Dakar, maintenant, il n'y a plus d'arbres. Et il y a tellement de bâtiments et on construit nos bâtiments comme bon nous semble, et je pense que c'est des choses qui ne peuvent pas continuer, et ça agresse continuellement l'environnement, et c'est pas une bonne chose pour l'avenir de nos enfants. C'est ça. Alors, vous avez un confrère du nom de Kakou Nubukpo qui a écrit L'urgence africaine. Il parle de changement de modèle de croissance. C'est un intellectuel togolais, un spécialiste des finances, connu aussi pour son combat contre le franc CFA. Il interpelle les gouvernants africains à changer la façon de voir leur politique économique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le livre n'est pas encore disponible. Je pense que même en France, ce n'était pas disponible lundi. Pas encore. Il y a seulement de bonnes feuilles qui sont apparues. Voilà. Je l'ai pas encore lu. Mais c'est ça, c'est comme la question que vous avez posée tout à l'heure. Le problème, c'est cette croissance qui n'est pas inclusive. Donc, nos hommes politiques s'intéressent plus à la quantité de la croissance, mais pas à sa qualité. Comment la croissance impacte sur la société, ce n'est pas leur problème. Nos hommes politiques aiment dire, nous avons fait 6%, 7%. Mais quelle est la traduction de la croissance en termes d'emplois créés? Quelle est la signification de la croissance en termes de réduction de la pauvreté? Quelle est la signification de la croissance en termes du pourcentage du nombre d'alphabétisés? Ce sont ces questions-là que la croissance doit régler. Mais malheureusement, je n'ai pas encore lu le livre, mais tous les économistes sont d'accord sur une chose. Une croissance doit être inclusive, et aussi l'État doit mettre en place une stratégie pour prendre les 100 Sénégalais qui ont les salaires les plus importants, qui ont les gros salaires, et les 100 Sénégalais qui ont les salaires les plus faibles, pour voir l'écart de ces deux cohortes de fonctionnaires. Et le travail de l'État doit être de réduire cet écart-là. C'est ça qu'on appelle réduction des inégalités. Comment? Mais ça, vous voyez que le président de la République a pris la décision d'arrêter les téléphones portables, ou bien je pense que les appels
les téléphones portables. Oui, la réduction de la facture des téléphones de l'État, des agents de l'État. Alors, pour les portables, 300 000 francs. Il y a certains ont reçu maintenant une augmentation de 300 000 francs. Oui. Mais 300 000 francs, c'est plus qu'un salaire. Si vous voyez les Sénégalais qui gagnent, les 100 Sénégalais qui ont les salaires les plus faibles, ils ont moins de 36 000. Alors, 36 000, quelqu'un, juste pour son téléphone, 300 000 francs. Et sous peu, on va aussi le faire sur les logements. Celui-là peut recevoir encore 1 million prime de logement. Après, sur les véhicules. Vous voyez donc le salaire des personnes les 100 personnes les plus riches, comment ce salaire va distancer le salaire des 100 personnes les plus faibles. Alors que dans le monde, on essaie maintenant de réduire ces inégalités-là. Et je pense que la croissance ne peut être inclusive que si les États, au lieu de prendre plaisir en nous parlant de la quantité de la croissance, mais de voir comment cette croissance économique réduit les inégalités. Parce que c'est injuste dans un pays. Les gens qui ont les salaires les plus élevés ont aussi les avantages les plus élevés, surtout, par exemple, quelqu'un peut recevoir une prime de location de 1 500 000 par mois ou bien 1 200 000, alors qu'il y a quelqu'un qui se bat pour 50 000 francs, 30 000 francs. C'est une injustice. Alors, vous lui donnez 300 000 francs de téléphone, après vous lui donnez 700 000 francs d'essence et voiture, mais non. À un moment donné, vous creusez l'écart entre le Sénégalais le plus pauvre et le Sénégalais le plus faible. Et en plus, pourquoi donner quelqu'un 300 000 francs? Parce que si vous lui donnez 300 000 francs, il va penser que c'est son salaire. Il va acheter 10 000 francs de crédit téléphonique et penser que les 300 000, c'est son salaire. Et en plus, ce qui est dangereux, c'est que ça ne va pas être imposé. Alors que si vous laissez la Sonatel ou Tigo ou Expresso gagner ce marché-là, tout ce que Expresso gagne, 30% appartient à l'État. Oui, ce sera de l'impôt. Vous voulez dire réduire le train de vie de l'État tout à fait, pour mieux redistribuer ces richesses et d'une manière intelligente. À d'autres Sénégalais. Alors, il nous reste quelques minutes. Nous allons revenir à Massalikul Djinan. Ces derniers jours, on a constaté qu'il y a beaucoup de fruits qui convergent vers Massalikul. C'est normal, c'est le Berndé, comme à l'accoutumée chez les Mourides. Oui. Ces fruits proviennent pour la plupart du Maroc pour les raisins, les mandarines, les clémentines et autres. Qu'est-ce que ça peut influer sur l'économie sénégalaise au niveau de ce secteur? Alors, c'est une très bonne chose. Tu sais que moi, je suis un soi-disant intellectuel, mais je suis un grand disciple mouride. Hein, oui, ça se voit. Pour un homonyme de Bamba, ça se voit. J'ai la même réaction que tous les mourides. Maintenant, je veux dire, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une pénurie de raisins dans les prochains jours? C'est une très bonne chose. Parce que chez les keynésiens, et nous sommes des keynésiens, l'activité économique dépend du niveau de la demande. C'est-à-dire qu'il faut qu'on consomme. C'est la consommation. Parce que quand vous avez un revenu, le revenu, une partie, c'est l'épargne, une partie, c'est la consommation. Si vous réduisez l'épargne, vous consommez. Si vous augmentez votre consommation, ça impacte positivement sur la production, sur les vendeurs, sur une chaîne extrêmement intéressante. Et c'est pour cela que dans certains pays, on organise toujours des événements pour permettre à la société de consommer, parce que la consommation permet à l'État de gagner en TVA, en impôt sur les sociétés, et permet aussi aux Sénégalais de gagner en termes de salaire. Oui, et c'est tant mieux pour l'économie. Ah oui, hein, et c'est une très bonne chose. Merci à M. Khadim Bamba Diagne, directeur scientifique du laboratoire de recherche économique et monétaire à l'UCAD. Il était l'invité de Diplomatie. Merci à Insa 5 et à vous aussi, chers auditeurs et téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain sur iRadio pour votre émission Diplomatie. Au revoir et à bientôt. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio.